Donc, moi, je vais vous parler de l'ablation. Et vous allez voir, en fait, j'ai repris, on ne s'est pas du tout concerté avec Karim, mais on a des argumentaires qui sont finalement assez proches l'un de l'autre. Ça, c'est nos réunions de concertation pluridisciplinaire. On a des petites tumeurs qui sont découvertes fortuites. Les patients vont très bien, qui sont complètement asymptomatiques. 80% maintenant sont découvertes fortuites sur des scans faits pour autre chose. Et on a des patients qui sont âgés, plus de 75 ans la médiane pour le cancer du rein, qui ont beaucoup de comorbidités, et pour certains qui maintenant qui ont de plus en plus de problèmes de fonction rénale. Et donc on se base sur, nous on a eu des guidelines, alors Karim on a parlé des guidelines de la société européenne, il y a celle française, là j'ai mis celle américaine. Ce qui est intéressant, c'est que, alors évidemment le niveau de preuve n'est pas très bon, Karim l'a dit, je vous expliquerai après pourquoi. Il y a un niveau de preuve de 3, et ils ont mis un cut-off à 3 cm dans cette étude. On ne sait pas trop pourquoi, parce que les T1A c'est 4 cm, mais ils ont retenu 3 cm, et en discutant avec les gens qui ont fait ces recommandations, ils ne savent toujours pas pourquoi ils ont mis 3. Mais c'est pas grave. Et par contre, ce qu'ils disent dans cet article, dans cette papier de référence, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent de favoriser une technique d'ablation plutôt qu'une autre, et ils disent que la radiofréquence et la cryo sont équivalentes. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, et quand on utilise une technique d'ablation, et ça je pense que c'est aussi valable pour les radiothérapeutes, il est très important de savoir ce qu'on fait. Quand vous regardez, ça c'est la zone où il y a eu l'ablation tumorale, ici au milieu toutes les cellules sont mortes, ici à distance toutes les cellules sont vivantes, et il y a cette zone qui est cette zone critique qu'on appelle la zone de transition, qui est cette zone où il va y avoir un mélange de tissus morts et de tissus vivants. Et évidemment, on considère qu'une technique d'ablation est plus performante quand cette zone de transition est la plus petite possible. Et que nous dit ce travail? Ils nous disent que les deux techniques qui ont la deux zones des transitions la plus sharp, c'est la cryoablation et c'est le micro-ondes. Donc clairement, la radiofréquence, c'est une technique qui est has-been. De moins en moins de personnes l'utilisent, et il y a encore des gens qui sont pour le micro-ondes, mais la plupart sont pour la cryo. Moi, je préfère la cryo. Pourquoi? On avait fait une étude à un moment, on avait pris 150 patients, c'est faisable sous anesthésie locale. Actuellement, on a 90-95% de nos patients qui sont faits sous sédation avec anesthésie locale, ou simple anesthésie locale en fonction de la taille de la tumeur et de la complexité. Il n'y a que 5% qui sont sous anesthésie générale. Deuxième chose, c'est la préservation des tissus, et ça c'est une étude animale qui montrait, et ça vous le savez, si vous prenez un morceau de viande, si vous le mettez dans la poêle, ou si vous le mettez dans votre congélateur, quand il ressortira de la poêle, il n'aura clairement pas la même tête qu'au départ, alors que quand vous le mettez dans le congélateur, il va être mieux préservé. Vous voyez très bien ici, la cryo, il y a une petite indentation ici, alors qu'avec le chaud, on cuit le rein, et on a des déformations, des sténoses des tiges calicielles, des fuites, tout ce qu'on veut. Donc c'est clairement, faut éviter le chaud. Et donc finalement, tout était très simple. Les patients qui étaient fit, en fait, ils allaient à l'urologue, ils prenaient les mignonnes, et nous, oui, c'est des grands séducteurs, et nous, ils nous laissaient les moches. Et en fait, ceux qui n'étaient pas bons, ils avaient ablation ou simple surveillance. Et puis arrivent maintenant les radiothérapeutes qui frappent à la porte et qui veulent se faire une place. Et dès le début de cet article, ils commencent à être très très méchants et très agressifs, puisqu'ils nous disent que l'efficacité de l'ablation thermique n'est pas bonne, il y a beaucoup de complications, et surtout si on fait des traits de tumeurs de plus de 3 cm, c'est la catastrophe, en particulier si c'est proche du sinus du rein, etc., etc. Et ils nous disent que c'est limité par la qualité de l'opérateur, finalement un petit peu comme la chirurgie, je pense, n'est-ce pas Karim? Je pense que l'opérateur a son rôle. Et ils disent qu'il n'y a pas de données pour supporter l'utilisation de ces techniques. Alors, c'est pas tout à fait faux. Il y a une centaine non, mais c'est vrai. Il y a une centaine d'articles sur des séries unicentriques. Il y a des séries rétrospectives comparatives, cryo versus partiel, cryo versus RF, etc. C'est entre 10 et 100. Des revues et des méta-analyses, il y en a 10, un peu moins de 10. Et des essais randomisés contrôlés, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce pourtant, il y a eu 4 tentatives, mais les 4 ont échoué, tout simplement parce que les patients n'ont pas envie de recevoir le bon traitement par chance. Ils veulent savoir, quand on leur propose s'ils veulent avoir l'ablation ou la chirurgie, ils disent non, moi je veux l'ablation, je veux pas la chirurgie. Et donc ça a biaisé complètement le recrutement, et donc les essais ont échoué. Néanmoins, il y en a un qui a marché, et pour vous montrer les difficultés, c'est l'essai qui a été piloté par Maxime Tran au Royaume-Uni, et qui montre que, vous voyez, ils ont fait l'essai, ils sont partis de 1000 patients, ils ont trouvé qu'il y avait 470 qui étaient éligibles à la randomisation, ils en ont contacté 348, il y en a 200 qui ont accepté.
Et puis ensuite, une fois sur les 200 qui avaient accepté, ils ont recalculé l'éligibilité pour voir si tous les critères étaient bons. Et finalement, ils en ont éliminé à nouveau 150. Il ne restait plus que 50. Et finalement, vous voyez, on est parti de 1000 patients et on part de bras de 25 versus 25. Donc c'est très, très difficile. Et je crains qu'on ne puisse pas faire d'essai randomisé à un horizon assez proche, ablation versus chirurgie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis dans le groupe européen de cryoablation. On a créé un registre. Et vous voyez, c'est un registre qui est gros quand même, c'est le groupe Eureka. Il y a 1700 patients, 1880 traitements, avec beaucoup de tumeurs sur rein unique, c'est pas mal, plus que dans la néphrectomie partielle. Des scores de complexité pas mal, beaucoup de tumeurs malignes. Et donc, jusqu'à maintenant, on a publié 9 papiers. Il y en a 2 qui sont en gestation. Le grand papier final sur toute la série qui va sortir, et un sur les facteurs de déchets qui est en révision actuellement. Alors, l'étude de Shankar, elle est là. Je ne reviens pas là-dessus. Karim vous l'a dit, 70 patients, 4,6 cm de taille tumorale, un follow-up de 43 mois en moyenne, et des critères de réponse qui sont récistes avec le scanner. Et vous voyez, les local control à 12 mois, 100%, aucun échec. Et donc, méfiez-vous de ça, méfiez-vous toujours de ces résultats. Hein, c'est un problème. Donc moi, je vais surtout attaquer, un peu comme Karim, ces 2 points-là, pour vous montrer que d'abord, ce n'est pas le scanner qu'il faut utiliser, et deuxièmement, les critères de récistes sont nuls. Qu'est-ce qu'on aime bien quand on veut détruire, quand on veut guérir un patient d'une tumeur du rein? On veut bien avoir une disparition complète de la tumeur. On aime bien voir ce qu'on fait. On aime bien prévoir nos marges, les visualiser, protéger les structures adjacentes et avoir un séjour court, des métriques qui sont fiables et des coûts raisonnables. Ce qu'on n'aime pas, c'est du matériel équivoque, des incertitudes, du non-target. On n'aime pas abîmer des organes adjacents, des longs séjours, des coûts élevés. Donc ça, je vois, c'est 2 patients. Il y en a un qui a été traité par chirurgie en haut, un qui a été traité par l'ablation en bas. Après, on est super content. Vous voyez, la chirurgie, il n'y a pas de trace, il y a une petite encoche. L'ablation, il y a une petite encoche. On est super content. Et donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est ça. Voilà, hop, terminé, la tumeur s'en va. Voilà. On aime bien voir ce qu'on fait aussi pendant le geste. Hein. Ici, vous avez la tumeur. Ça, c'est notre cryoablation. Vous voyez les 3 aiguilles qui sont mises, qui entourent la tumeur. On voit bien la boule de glace, c'est parfait. Ça, c'est l'IRM à J1, on voit très bien. Et ça, c'est l'IRM à 1 an. Et vous voyez qu'on a nos marges partout. On est très bien, on est très, très confort pour faire ce genre d'ablation. Voilà, alors la chirurgie, c'est simple, il ne reste rien, pas de rehaussement. L'ablation, les marges, on les a, pas de problème. Et la radiothérapie, c'est réciste. Et réciste, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que comme vous l'a dit, alors c'est une autre étude, c'est la série d'Alessandro Volpe quand il a repris tout ça. Comme vous l'a dit Karim, les tumeurs du rein, le plus souvent, elles grossissent de 2 mm par an. Et c'est pas grand-chose. Et si on prend des très grosses tumeurs, là, ça monte peut-être à 4 mm par an, mais c'est énorme. Et voilà les fameux critères de récistes dont vous parlait Karim tout à l'heure. Hein. Les critères récistes, c'est fait essentiellement pour des essais d'oncologie et pour mesurer des maladies métastatiques. Et on aime bien que le malade soit stable, éventuellement qu'il réponde, et on n'aime pas qu'il progresse. Regardez, alors je reprends. J'ai fait les petits calculs que Karim avait du mal à faire tout à l'heure, parce que c'est un chirurgien, quand même. 4,6 cm, un follow-up de 43 mois. Ok. Ça veut dire que pour avoir une progression, il faut passer si on augmente de 20%, il faudrait passer à 5,5 cm. C'est-à-dire que si on ne fait pas de traitement, 2 mm par an, ça veut dire que la progression est à 54 mois. Évidemment, à 43, il n'y aura pas. Ça, c'est si on ne fait pas de traitement. Et si on fait un traitement par radiothérapie, il n'y a pas non plus de progression à 43 mois, donc on conclut que c'est un super traitement. Moi, ça ne me satisfait pas comme conclusion. Comment interprétez-vous cette lésion-là après un traitement focal de tumeur du rein? Je ne vous dis pas si c'est une ablation ou si c'est une chirurgie. Difficile de dire, est-ce que ce n'est pas des implants ici, on est gêné. Ça, c'est le scanner. Le scanner, il est complètement enterré par l'IRM. C'est l'IRM qu'il faut utiliser pour juger du traitement, de l'efficacité d'un traitement d'une tumeur du rein. Ici, un autre exemple, une tumeur du rein qui a été traitée. Est-ce que c'est une cicatrice? Est-ce qu'il y a du matériel viable là-dessus? Ça se rehausse un peu, on ne sait pas, ça c'est le scanner. Difficile, hein? On fait l'IRM, et il y a une tumeur qui a récidivé ici, mais elle ne récidive pas partout, hein. Ce n'est pas toute la lésion qui récidive. Donc clairement, c'est l'IRM qu'il faut utiliser, et moi j'encourage mes collègues chirurgiens à contrôler leurs patients par IRM et non pas par scanner. Par scanner pour la maladie métastatique à distance, et par IRM pour la maladie locale. Le papier de revue de la CCAFU auquel Karim a
participé. D'ailleurs, il avait montré ce truc-là. En fonction des papiers, les critères sont très variables. Hein. Il y en a qui disent diminution de la taille de la tumeur. Ça, c'est une bonne réponse. Stabilité, c'est aussi une très bonne réponse. D'autres utilisent RECIST. D'autres utilisent une diminution de la vitesse de croissance. Enfin, c'est n'importe quoi. On prend le critère qui nous arrange pour conclure que ça marche. Dans le papier de Shankar, il nous manque beaucoup d'informations. Et surtout, ils ont éliminé les patients qui avaient un contact avec le tube digestif. Ça, c'est très important. Et des complications qui sont 10% de grade 3, mais sur des patients très, très sélectionnés. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Vous voyez, un patient maigre, qui a une petite tumeur du rein, ben évidemment, si on fait l'ablation sauvagement ici, on va complètement abîmer le tube ici. Ben, c'est pas grave, on injecte du sérum physiologique et on repousse tout le tube et on peut faire notre ablation tranquille comme le ferait un chirurgien au bloc. Si on veut traiter une tumeur plutôt postérieure, ben, comme l'eau descend, le gaz monte, on a plutôt intérêt à utiliser du gaz. Ben, vous voyez qu'avec le CO2, on augmente, on se fait toute la place qu'on veut. Hein. Les chirurgiens utilisent du gaz pour gonfler, faire leur cellio, leur machin. Ben, nous, on utilise du gaz aussi, il n'y a pas de raison pour repousser les organes. Ici, un autre exemple, un patient très maigre, une petite tumeur ici, vous voyez, on est près du psoas, près de l'urtère, pas de problème, on tire sur les aiguilles et vous voyez qu'on arrive à bouger complètement le rein et à l'écarter des structures importantes. Alors, pour revenir, Karim disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de très bons résultats sur les ablations tumorales. Ça, c'est les meilleurs résultats. C'est des équipes qui sont très entraînées. Hein, c'est la Mayo Clinic, ça c'est David Green, Southampton, etc. Ça, c'est notre série à nous qui est en cours de publication. Vous voyez qu'on a quand même une survie sans récidive. Hein. C'est pas une survie sans progression. C'est une survie sans récidive locale, parce qu'on a prouvé qu'il n'y a pas de récidive. Et on est à peu près à 94%. Donc, c'est des très bons résultats. Alors, jusqu'où on peut aller ? Là, on a fait un double 2, hein, on a fait 2 tumeurs en même temps. Là, on a fait une tumeur un peu plus grosse, 3 aiguilles, 4 aiguilles, 5 aiguilles, 6 aiguilles, 8 aiguilles. Est-ce que c'est raisonnable de faire des très grosses ablations? Ben non, je pense pas. Et là, c'est 2 papiers, dont un encore, un auquel a participé Karim aussi. On a comparé sur des T1B la cryo versus l'ablation versus la chirurgie. Il y a clairement, sur des grosses tumeurs, plus de récidives sur l'ablation que sur la chirurgie. Et puis, un autre papier ici, c'est une étude japonaise. Pareil, plus de récidives sur l'ablation que sur la chirurgie. Mais je parle bien de récidives. Hein. Je ne parle pas de choses, de récistes ou quoi que ce soit. Des vraies mesures. Donc, si on essaie de clarifier un peu, voilà comment je vois le futur. Hein. Je pense que le patient fit, il y aura toujours une majorité de patients qui seront traités par les chirurgiens, par le robot. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, maintenant, on a des patients, même des patients fit, qui nous sont envoyés parce que d'abord les chirurgiens, les urologues ont beaucoup de travail et de temps en temps, ils se disent, une petite tumeur de 2 cm, elle est mal placée, je vais m'emmerder. Pourquoi toi, tu vas la faire en 1 heure, ça va être réglé, pourquoi tu ne la fais pas? Donc, on a de plus en plus de ces patients-là, puis comme on est visible sur Internet, il y a des patients qui viennent nous voir et disent, non, mais moi, je ne veux pas le robot, hein. Ni le chirurgien d'ailleurs, et je veux l'ablation parce que j'ai vu que ça marchait, etc. etc. Donc ça, je pense qu'on en a de plus en plus et c'est un fait. Les patients qui ne sont pas fit, il y aura toujours, moi je pense que pour les T1A, nous ça ne nous pose pas de problème et je pense vous avoir convaincu qu'on peut vraiment tout repousser, même les tumeurs centrales dans les cas cliniques, on en verra tout à l'heure, on peut tout faire. Les T1B, alors moi, si les radiothérapeutes les veulent, moi je veux bien leur laisser, mais volontiers. Ça me coûtera moins cher en aiguille, ça me coûtera moins cher en temps. Et clairement, quand on fait des très grosses ablations, on a des syndromes post-ablation qui sont importants, avec des syndromes inflammatoires, éventuellement une fièvre. Donc c'est compliqué. Et ceux-là, je veux bien les lâcher à discrétion aux radiothérapeutes. Donc ce qui est très important, les réponses à la conclusion, c'est plutôt des questions. C'est le point très important, c'est le endpoint. Hein. Je pense qu'il ne faut pas du tout raisonner comme les maladies métastatiques dont on a pu voir dans les sessions, dans les propos précédents. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il faut être progression-free ou métastase-free. Ils ne métastasent pas, ces patients-là. Ils vivent longtemps, sans métastase. Comme le disait notre collègue chirurgien, il faut qu'il soit absolument disease-free. Et la seule façon de le savoir, c'est l'IRM. Deuxièmement, l'autre point clé, c'est, je pense, T1A versus T1B. Je pense que nous, on va garder le T1A. C'est tellement facile pour nous de faire une petite ablation. Ça se passe très, très, très bien. Les points très importants, le BMI. Nous, les gros sont nos amis. Hein. La graisse nous aide. La graisse, elle protège tous les organes adjacents. Le très gros est facile à traiter. Le maigre est difficile à traiter. J'aimerais pas traiter Karim, par exemple. Voilà. Hein. Mais l'anatomie aussi. Il y a des patients qui ont déjà été opérés, des patients qui ont on voit bien sur les scanners, des fois des côlons qui vont très très en arrière, qui sont compliqués, avec des localisations qui sont compliquées pour les chirurgiens. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On s'accommode très bien de ça. Et le coût.
Donc en fait, pendant très longtemps, on s'est un peu, avec mes collègues urologues, on s'est un peu tiré la bourre et on était un peu en compétition. Mais en fait, maintenant, en fait, on travaille beaucoup plus en bonne intelligence. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a augmenté la part de marché des tumeurs du rein dans l'hôpital. Absolument, j'ai commencé à faire ça. Mon directeur d'hôpital m'a dit, mais vous allez prendre le travail des chirurgiens. J'ai dit, non, pas du tout, je vais communiquer là-dessus. Je vais faire partie de groupes internationaux, etc. On va donner de la visibilité à l'hôpital. Et de fait, on a augmenté de 25% le recrutement en tumeurs du rein le jour où on a commencé à faire de la cryoablation dans les tumeurs du rein. Donc, je pense que c'est comme une tête de gondole dans un supermarché. Ça attire beaucoup les patients. Moi, je serais tout à fait d'accord qu'il y ait un troisième qui vienne se mettre là pour la radiothérapie et qui fasse par exemple les T1B qui nous pose des problèmes et que sur des patients non opérables que les chirurgiens ne peuvent pas opérer ou que les anesthésistes ne veulent pas endormir, c'est plutôt en général le cas. Voilà, je vous remercie.